Bonjour Pascal Vandenberg. Bonjour. Merci de m'accueillir chez Payot. Ah, voilà. Chez vous, À la maison. à la maison. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui êtes-vous? Je suis directeur général de Payot depuis 2004. J'ai racheté l'entreprise en 2014. Et puis sinon, en dehors de ça, ça fait bientôt 40 ans que je suis dans le monde du livre. Si je vous appelle Monsieur Payot, qu'est-ce que ça vous... Oh, ça ne me gêne pas, j'ai l'habitude. Ouais, Parce c'est que vrai, c'est vrai. les gens Ouais. m'identifient. Puis comme j'ai Ouais. pas un nom facile, Ouais, pour certains, un nom pas facile ou à retenir ou qu'ils ont peur d'écorcher, ouais. on m'appelle comme ça assez souvent, oui. Ouais. Mais ça ne me gêne pas, ça m'amuse plutôt. Oui, je trouve que c'est joli. Oui, oui, et puis, Vandenberg, ça vient de... C'est flamand. C'est d'origine. flamand. Oui, d'accord, très bien. Ouais. D'où mon teint un peu rose. Voilà. Alors, donc, je vous rencontre pour parler de ce livre. Le titre, c'est La librairie est un sport de Ça, combat. c'est le titre C'est de l'essai. titre de l'essai. Oui. Alors, Le funambule du livre, ça c'est l'entretien. et voilà, précisons. Alors, au niveau, la librairie est un combat. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus? Bon, c'est un peu une paraphrase du film que Pierre Carle avait consacré à Pierre Bourdieu, qui s'appelait La sociologie est un sport de combat. Et puis c'est vrai que c'est des choses qu'on peut décliner un peu à l'infini, quoi. Et puis c'est vrai que depuis 40 ans, je me rends compte que c'est assez ça. Alors les combats changent, hein. Ouais. Ils changent avec l'époque, ils changent avec l'endroit où on se trouve. Enfin, ils changent selon pas mal de critères, mais enfin, c'est pas un métier où on reste assis sans bouger. Et puis voilà, il faut quand même en permanence se remettre en question, suivre les évolutions. Et puis effectivement, mener aussi des combats. Puis je trouvais que ça claquait bien. C'est qu'autrefois, dans les entreprises, on s'adaptait. Voilà. Et que maintenant, quand on s'adapte, on est déjà mort. Parce Ouais, que tellement. ça va très vite. Et donc, il faut essayer d'avoir un coup d'avance. Et puis, j'ai toujours dit que tant que j'avais le sentiment que j'avais encore un coup d'avance, c'est que je vérifie régulièrement auprès des clients. Alors, je suis encore à ma place. Puis, le jour où je ne l'ai plus, il va falloir trouver quelqu'un qui l'a ce coup d'avance, quoi. Et c'est pour ça que c'est un combat Ouais, aussi. ouais, non, ça en soi, c'est plutôt un sport qui est plutôt un sport de zénitude que de combat, parce Ouais. que c'est plutôt de la réflexion. Alors sur intuition, réflexion, ouais, je dis plutôt que ça repose sur trois choses. Il y a l'intuition, il y a la réflexion, et il y a l'expérience aussi. Oui. Voilà. Et puis c'est vrai, alors tout Alors, le monde l'a pas, l'expérience, ça voilà, s'acquiert au fil du malheureusement, temps. ouais. La réflexion et l'intuition, c'est aussi des choses qui se développent, mais l'expérience, effectivement. Et puis c'est un peu un équilibre entre les trois qui m'oriente pour naviguer. Mais vous êtes un autodidacte. Et Oui, mais le dites pas comme ça, c'est pas grave. Non, mais moi j'adore. Et justement, l'expérience, vous l'avez acquise. Voilà, J'en vous ai avez acquis dû faire d'autres vos aussi. preuves. Ouais, c'est autre chose, ça. J'ai dû faire mes preuves, ouais. Surtout que j'étais dans un pays, en l'occurrence la France, où quand on est autodidacte, on Oui. reste grouillot toute sa vie en général, Oui, parce que c'est c'est pas- très mal perçu et il n'y a pas le côté. Alors, en Suisse, c'est un peu intermédiaire, mais aux États-Unis, vous pouvez. Le côté self-made man, entre guillemets, est très, très valorisé. En France, si vous n'avez pas fait soit Sciences Po, soit les mines, enfin, je sais Oui. pas, soit une de ces grandes écoles en général, ou voire au pire HEC, vous n'accédez pas à certaines fonctions, quoi. C'est génétique, c'est l'hérédité de la monarchie avec la cour, avec les grades de la monarchie, de l'aristocratie, et puis c'est reproduit dans la société française aujourd'hui. Ça fait partie de leur façon de concevoir le monde, hein. Voilà. Alors pourquoi un entretien et un essai et pourquoi pas un roman? Est-ce que vous écrivez? Ah non, Est-ce que vous écrivez? non, je Non, pas ne du suis tout. pas du tout romancier, j'ai pas envie d'écrire de roman pour pas mal de raisons. Voilà, j'ai lu les plus grands écrivains, et puis quand on a lu les plus grands écrivains, on se dit si je dois rajouter une médiocrité de plus à la production éditoriale, je vais peut-être faire autre chose. Et puis j'ai pas l'imagination pour la fiction, pas du tout. J'ai peut-être d'autres talents, mais pas celui-là. Et puis voilà, non, ça c'est différent. Le funambule, c'est le récit de mon parcours professionnel que m'a demandé l'éditeur. Sous forme d'entretien. L'essai, en fait, j'avais commencé à rédiger quelque chose sous forme d'essai, mais que j'avais un peu mis de côté, qui est quand même tiré d'un certain nombre de... Je donne pas mal de conférences dans différents cercles, et puis voilà, j'ai pris un peu tout ça, j'ai mis ensemble, mais j'avais laissé de côté. Et puis je trouvais qu'il était presque logique, finalement, à la fin du parcours, puisque le parcours raconté dans la partie biographique se termine maintenant, de poursuivre par et ensuite, c'est-à-dire ma vision du livre, parce que c'est ça, l'essai, c'est Le numérique. comment je vois le livre
petites années qui viennent, hein, sans prétention, parce que c'est très difficile de prévoir de nos jours quelque chose pour l'avenir, mais disons voilà, de dire en gros en quoi. Je ne dis pas ce qui va se passer, je dis voilà quels sont à mon avis les vrais défis et les fausses peurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte sur le livre qui sont fausses depuis longtemps. Que le livre papier va disparaître, oui, par exemple. Que les jeunes ne lisent plus, enfin bon, plein de choses qui sont inexactes, et que j'essaye de démontrer avec un certain nombre d'arguments, hein, et pas juste de dire que c'est ce que je crois, mais que c'est aussi ce que je vois. Oui. Voilà, alors, vous avez quand même des très belles phrases, je trouve. Page 14, vous dites « Ma vie par les livres est indissociable de ma vie pour les livres ». Oui. Oui, alors, parce que vous dites, on dit autodidacte, parce que j'ai effectivement quitté l'école à 16 ans, parce que je ne pouvais pas la quitter avant, puisque c'était obligatoire jusqu'à 16 ans. Mais que quand j'ai décidé de quitter complètement le circuit scolaire, je me suis promis à moi-même de ne pas rester idiot et inculte toute ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à lire, mais de manière boulimique pendant plusieurs années, pendant les 7 ans qui m'ont amené ensuite à rentrer dans le monde du livre, où j'ai fait plein de trucs pendant ces 7 ans, mais où j'ai lu énormément, pas mais seulement de la littérature. Personne dans votre famille lisait? Il n'y a pas de grand-mère, de grand-père? Non. Bah, mes grands-parents, du côté de ma mère, il n'y en avait pas. Du côté de mon père, c'était des ouvriers. Oui. Mon père lisait plutôt des revues. Et puis, non, il n'y avait pas une bibliothèque avec beaucoup de livres à la maison. Mais ça, c'est assez fréquent. Mais c'est vrai que j'ai quitté l'école, mais j'ai aussi quitté mes parents à ce moment-là. Et donc, à partir de là, effectivement, grâce aux bibliothèques, parce que je n'avais pas d'argent, grâce aux bibliothèques, j'ai pu lire énormément, mais pas seulement des classiques, hein, aussi de littérature. J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, à la philo, enfin aussi aux sciences humaines en général, et sciences humaines et sociales. Et voilà, et c'est pour ça que je dis ma vie pour les livres et par les livres, c'est un peu la même chose. Après, je suis devenu libraire petit à petit, j'ai commencé à construire, et puis c'est vrai que pendant les 25 premières années, on va dire, que je ne dise pas de bêtises, mais presque même plus que ça, hein, pendant les 25 premières années dans le livre, j'avais quelque part au fond de moi une dette à rembourser au livre. Parce que si je pouvais travailler dans les livres et puis évoluer, et puis voilà, c'était grâce aux livres. Et je rendais quelque part ce que j'avais reçu. C'était une dette morale. Et puis c'est vrai qu'en 2007, ça a commencé à me poser des problèmes parce que ça faisait 3 ans que je dirigeais Payot. Et puis très clairement, aujourd'hui, je ne suis plus du tout au quotidien, je ne suis plus au contact des livres. Je gère une entreprise, quoi. Et ça me posait un problème quelque part. Et puis j'ai compris pourquoi, j'ai compris qu'il y avait cette dette. Et puis je me suis dit, c'est bon, tu as remboursé, quoi, tu peux passer à autre chose. Parce qu'il fallait que je franchisse un cap de plus. Aujourd'hui, alors je dirige une entreprise de librairie, bon pas seulement, puisqu'il y a aussi Nature et Découverte, hein, oui. mais mon job c'est d'être patron d'entreprise. Oui, c'est plus pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Quand on gère une entreprise, alors je ne dis pas que c'est la même chose, mais la chance pour moi, c'est que c'est une entreprise qui correspond à ma passion et que j'ai vraiment envie de la défendre et de la faire vivre parce que c'est le livre. Mais les problèmes de RH, de finance, de comptabilité ou d'informatique, que je sois dans le livre ou dans la chaussure, j'aurais à peu près les mêmes, vous voyez. Oui, mais justement, en page 21, vous dites « La vraie vie est ailleurs ». Enfin, c'est Rimbaud qui dit ça. C'est Rimbaud qui dit ça, oui. Oui, et donc, vous n'avez pas eu peur du changement, parce que vous avez traversé la France, Metz, Rennes, Colmar, Toulon, Lille. J'ai toujours été un peu... Oui, puis un l'étranger aussi. J'ai vécu en Allemagne 3 ans, j'ai voyagé au Brésil. Allemagne aussi. J'ai fêté mes 20 ans au Brésil, tout seul dans une chambre d'hôtel avec une bouteille de cachaça comme seule compagne. Et... Oui, mais bon, parce que c'est un instinct de survie ou c'est le destin? Au départ, le fait de vouloir quitter cette petite ville où j'avais grandi, ça c'était un besoin d'air. Mais après, c'est plutôt le fait que je me sens plus nomade et enraciné, non pas déraciné. Beaucoup de gens sont ou enracinés ou déracinés. Moi, je me sens enraciné, c'est-à-dire que je me sens bien là où je suis. Enfin, j'essaye de me sentir bien là où je suis, mais je n'ai pas de nostalgie des origines, ni familiale, ni géographique. Donc je suis beaucoup plus libre finalement. Enfin, je m'estime libre puisque je n'ai pas ce genre d'attache qui vous ramène toujours. Moi, ça m'a toujours amusé de voir des amis de 40, 50 ans qui, quand ils rentrent chez leurs parents, ils disent « je rentre chez moi ». Moi, je n'ai jamais dit ça. Voilà, je rentrais chez mes parents.
quand j'y allais, ce qui n'était pas Mais tous c'est les quoi, jours. c'est à Metz, c'est où chez vos parents? Non, mes parents c'était dans le Doubs, pas très loin d'ici, de l'autre côté de la frontière. J'ai grandi par là. Je suis né en Bourgogne, mais j'ai grandi oui. dans le Doubs. Mhm. Et c'est après que je suis parti, quand j'ai eu 16 ans, que j'ai commencé à sillonner la France, mais aussi d'autres pays. Vous étiez un peu mature assez jeune. Moi, ça, je ne sais pas si c'est ouais, la je sais maturité. pas. Ou bien je suis encore immature aujourd'hui. Oui, sais ça pas. c'est bien ça. Je ne sais pas, c'est possible. aussi. Page 63, justement, on va parler de votre volonté d'adopter la nationalité suisse, mais surtout de renoncer à la nationalité française. Ça vous choque? Je trouve qu'il y a de l'émotivité dans cette décision. Ah non, il n'y en Ou a une- pas. Non, pas c'est du très tout. rationnel. Ouais, Non, il y a- l'émotion, c'était avant. Mais c'est ça. Vous avez été tellement déçu. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, de toute façon, j'étais en Suisse depuis. Quand j'ai pu demander ma nationalité, j'avais les 12 ans réglementaires à l'époque. Oui. C'est passé à 10, mais à l'époque, Oui. c'était 12. Mm. Le temps de l'obtenir, ça fait 13 et demi. Ah oui, il faut la En gagner. gros, hein, je la considère que quand on est nationalité séparé depuis 13 ans et demi, on peut prononcer le divorce. suisse. Ouais. En plus, j'avais racheté l'entreprise entre-temps. Donc, très clairement, j'allais rester en Suisse. À partir de là. Oui, mais de la renoncer. Voilà. Oui, mais parce que c'est comme un divorce, quoi, quelque part. Et c'est vrai que je me sens. Je vous ai dit, je suis un nomade enraciné. Ouais. Donc, Ça explique. donc, à partir du moment où j'avais été déçu et où je me sentais plus du tout en phase avec ce pays, pour plein de raisons, je considérais normal et cohérent et aussi honnête de dire D'aller au bout je de- vais au bout des choses et puis je renonce à ma nationalité ou je répudie plutôt, comme on dit, ma nationalité. Et puis bon, on peut très bien vivre avec une seule nationalité. Hein. Alors je dissèque le livre, hein, donc je suis page 55 maintenant. Oula. Vous dites que la plus sûre façon d'atteindre un but n'est pas de viser ce but lui-même. Comment... C'est pas moi qui dis ça. C'est pas vous? Ah. C'est pas moi, c'est une citation. Mais comment avez-vous fait pour appliquer ce concept? Vous l'avez appliqué ou pas? Non, mais il faut avoir un idéal plus Concrètement. qu'un but. Ouais. Il faut avoir des idéaux quelque part. Alors, je ne parle pas d'idéologie, je parle d'idéal. C'est pas la même chose. Ouais. L'idéologie, c'est un carcan. L'idéal, c'est une vision. Mais il faut voir toujours au-delà, finalement. C'est un peu comme dans certains arts martiaux aussi. C'est-à-dire qu'il faut voir au-delà du but et au-delà de l'objectif. Puis il faut englober plus large. Et puis parfois, il faut savoir naviguer pour atteindre l'endroit où on veut aller parce qu'il y a des récifs, des vents contraires, etc. Ouais. Voilà. Faut avoir la foi mais il y dans a ce pas qu'on mal de veut. choses finalement qu'on peut atteindre sans même avoir consciemment visé avoir visé cet objectif-là. Je vais vous dire, par exemple, un exemple, c'est que quand en 2014 j'ai racheté l'entreprise, il y a eu une très bonne presse et puis différentes personnes que j'ai croisées à ce moment-là m'ont dit mais pour moi, Payot, c'est pas une enseigne, c'est une marque. Et j'ai trouvé que c'est un but que j'avais jamais visé, d'être perçu comme une marque, mais qu'en réalité, si on prend une pyramide de Maslow des commerces, la marque, c'est ce qu'il y a tout en haut. Or, en fait, objectivement, Payot n'est pas une marque, on vend les livres des autres, on ne produit pas. Cartier, c'est une marque, Vuitton, c'est une marque. Je ne suis pas obligé d'être dans le luxe, les marques ne sont pas forcément que dans le luxe. Mais voilà, et d'être perçu comme ça, c'était un vrai cadeau, une vraie récompense pour moi, tout un travail qu'on avait fait, sans jamais, je me suis jamais dit quand on sera grand, on sera une marque, vous voyez. Ça s'est fait, on a fait autre chose, on a fait tout ce qu'on pensait bien, puis à l'arrivée, on est au-delà de ce qu'on avait attendu. Moi, je voulais surtout qu'on nous considère comme un commerce de proximité, une entreprise locale, pas un gros machin. Ça, c'était plutôt l'objectif, de faire que même ici, dans cette librairie qui est grande, comme à Lausanne, dans des grandes librairies, évidemment à Vevey, à Montreux c'est plus facile, mais que même dans ces grandes librairies, les gens se sentent dans un commerce de proximité, où ils ont leurs libraires, où ils ont leurs habitudes. Comment vous vous défendez justement par rapport à la FNAC et au prix du livre français? Parce que le prix chez Payot du livre est... Mais je ne me défends pas, Enfin, ça fait longtemps qu'on a... Alors oui, ça c'est un combat qu'on a quel totalement... est le secret? Non mais le secret il est assez simple, il faut expliquer. Il faut expliquer que ce n'est pas un prix qui est surfait, que c'est un prix qui est nécessaire parce qu'on est en Suisse.
parce qu'on a des salaires suisses, parce qu'on a des loyers suisses et que c'est pas parce que le taux de change a changé ou évolué que nos charges n'ont pas baissé, elles ne sont pas indexées sur l'euro. Et puis il faut mettre en face de ça un certain nombre de choses qu'on appelle de la valeur ajoutée pour faire en sorte que le client il en ait pour son argent. Il ne suffit pas de lui dire c'est normal que ce soit plus cher. Il faut lui vendre quelque chose d'autre que du prix, il faut lui vendre autre chose que des produits, il faut lui vendre une expérience, il faut lui vendre du service, il faut lui vendre de l'accueil, de la compétence, des événements culturels, enfin tout un ensemble de choses qui font que, pour le dire trivialement, il en a pour son argent en quelque sorte. Ouais. Mais qu'en tout cas on va essayer, alors c'est ça la stratégie, on va essayer de sous-pondérer le facteur prix dans l'esprit de nos clients. Et donc voilà, la FNAC a une autre stratégie. Oui, parce que vous avez travaillé à la FNAC. Oh, mais il y a très longtemps, il y a prescription, c'était pas du tout en Suisse. Oui. Et puis c'était une époque où la FNAC était... Enfin voilà, ça a été une belle entreprise. Ouais. Aujourd'hui c'est totalement différent à mon avis, hein, c'est mon point de vue, je l'observe depuis longtemps, hein, son évolution. Et c'est vrai qu'ici sa politique est radicalement différente, elle est même à l'opposé de la nôtre, puisque eux ne cherchent leur stratégie est limitée au prix, ce qui pour moi est une erreur. C'est impersonnel, quand on y va, voilà, on ne se sent pas... Oui, moi je ne veux pas critiquer ça, mais je dirais juste sur le plan stratégique, de dire on se positionne avec des rabais, des discounts, des trucs, ça n'a de sens que si vous êtes compétitif vis-à-vis des leaders du marché. Et le leader du marché pour les prix, c'est Amazon. Oui, bon. C'est vrai. Donc à partir du moment où vous jouez avec ça, vous vous mettez en concurrence frontale et vous prenez un gros risque. Alors moi je préfère ne pas me mettre en concurrence frontale, trouver d'autres chemins, en disant mais moi j'ai pas envie de me battre là-dessus. On a perdu des clients qui trouvent qu'ils devraient payer le même prix qu'en France. Ben moi je leur souhaite de gagner le même salaire qu'en France, finalement. Parce qu'il faut quand même être un petit peu intelligent par rapport à ça et comprendre que voilà, et pourtant Dieu sait que je le dis assez et je le dis très sincèrement parce que j'ai fait ce métier sur le terrain aussi, hein, que c'est des métiers qui ne sont pas assez bien payés. C'est vrai dans le commerce de détail, c'est vrai dans la librairie. Un libraire qualifié qui a 10 ans d'expérience, alors c'est vrai qu'il gagne 2 à 3 fois plus qu'un libraire français. Ben oui, mais un libraire en France, il gagne 1 300 €, hein, c'est pas compliqué. Voilà, et chez nous, ils gagnent forcément 2 à 3 fois plus. Et ça, quelque part, c'est bien dans le prix du produit, hein, ça ne tombe pas du ciel. Puis les loyers sont beaucoup plus élevés aussi en Suisse. Il n'y a pas comme en France pour le livre des lois qui permettent aux communes de privilégier les commerces culturels. Il n'y a pas tout ça. Ici, c'est libéral. Donc voilà, moi je paye ici le même loyer que payerait Zara, H&M, la FNAC ou n'importe qui. Et on n'est pas du tout privilégié. C'est le propriétaire qui décide de ce qu'il veut faire. Donc c'est un vrai problème. Hein, oui, c'est un vaste sujet. Voilà. Mais alors dans des pays comme la France, c'est plus ou moins réglé parce que les villes ont des droits de préemption et d'obligation à maintenir le métier de libraire si un lieu y a été dédié. Il y a des moyens d'intervention qu'on n'a pas ici. Alors on va être plus léger. Allez, on va changer un peu de sujet. Vous ne parlez pas beaucoup des femmes dans votre essai. Non, c'est des miennes. Volontaire. Alors, justement, est-ce que les femmes vous apportent quelque chose? Oui, des vôtres ou pas. Est-ce que vous avez rencontré des femmes inspirantes? Et puis, à un moment donné, vous parlez de la clé du bonheur avec les femmes. Non, pas avec les femmes, avec ma compagne actuelle. Avec votre compagne? Non, mais j'ai décidé, je le dis dans l'introduction, hein, que voilà, je ne veux pas mélanger la vie privée, la vie professionnelle et la vie publique. Ouais. Donc je ne cite que quelques femmes qui ont été marquantes, parce que y en a avec qui j'ai eu des enfants, etc. Et puis la compagne avec qui je vis aujourd'hui, justement, on ne vit pas ensemble. Oui, c'est ça la clé du bonheur. Voilà. Parce que je crois qu'on a tendance à penser qu'il faut toujours se mettre en couple. Et puis je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Je trouvais ça intéressant. Et que cette formule-là, qui fait qu'aujourd'hui, elle comme moi, on bat nos records de longévité, puisque ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Et qu'on est de la même génération en plus. Donc j'ai pas pris une petite jeune. Je n'ai rien dit. Non, mais je le précise. Parce que bon. Oui. Et voilà, et puis ça fonctionne elle bien est pas comme ça. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout dans le monde du livre. Si, d'une certaine manière, elle écrit des livres, mais elle n'est pas dans le monde du livre au sens professionnel du terme. Mais elle a publié
4 ou 5 livres Ah, déjà. ah oui. Mais on ne mélange pas les choses. On ne donne pas son nom alors. Non. Bon. Non, mais c'est un accord. Non, mais c'est aussi un accord entre elle et moi. Oui, c'est bien. C'est-à-dire que dès Ouais, qu'on ouais. va à des endroits qui sont, Pas faire de rapprochement. qui sont publics, par exemple, où je sais qu'il va y avoir un reportage photo pour un journal ou une caméra ou quoi, en Ah, général, ouais. elle ne vient pas. D'accord. Oui, Voilà, parce qu'on a vraiment deux vies, une vie à nous qui est... l'intimité, c'est de l'intimité ou ça ne l'est pas. Et puis moi, mais voilà, moi c'est pour ça que j'ai déjà dit à différents Que vous vouliez magazines, journaux qui veulent savoir des trucs, je dis c'est non. Je communique Bon, j'ai pas. essayé. Voilà. Non, je rigole. Alors justement, à propos de femmes, vous avez... qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Vera Michalski? Oh, bah Vera est une femme très discrète, donc je ne me permettrai pas de dire grand-chose sur Vera. Mais vous en parlez un peu. Oui, bah, j'en parle parce que c'est elle qui voilà. m'a aidé à racheter Voilà, l'entreprise c'est ça. quand la FNAC a voulu... C'est génial. Bah oui, moi j'ai pas d'argent, enfin Parce que vous, vous je êtes sais pas, revenu. moi j'ai pas d'argent. Vous êtes revenu à 2 fois vers elle. Hein, si j'ai Bah, bien disons compris. non, la première fois je sentais qu'il fallait qu'on quitte le groupe, on était une filiale du groupe Lagardère, en fait on était rattaché à Nainville ici en Suisse, et puis je sentais qu'à un moment ou à un autre on ne serait plus dans ce qu'on appelle le core business, mais plutôt que d'attendre, je préférais aussi avoir un coup d'avance, anticiper et puis dire ben, peut-être que ce serait bien qu'on sorte. Puis c'est vrai que moi j'avais été la voir, pas elle seulement d'ailleurs, différentes personnes qui ont les moyens, à qui j'avais dit voilà, et puis qui m'avaient dit non, pas envie de racheter Payot. Mais c'est vrai que finalement, ça a été une chance que la FNAC veuille racheter Payot. Après coup, on dit que c'est une chance, sur le moment, on se dit Ouais, pouet, ouais, hein. ouais. Et parce Ça que vous là, avait j'ai été la prendre une voir. décision, Vera ouais. est très, très attentive à l'équilibre. Donc, ça fait des années qu'on se connaît. On a travaillé sur des choses ensemble. Et puis, elle était très attentive à l'équilibre et à l'écosystème du marché. C'est vrai que quand j'ai été la voir pour lui dire la FNAC veut racheter Payot, ça veut dire que dans les 2 ans, l'écosystème de la librairie indépendante va être détruit et Payot aussi. Et donc je lui ai dit, je formule ma question autrement, je ne te demande pas si tu veux racheter, mais je te demande si tu veux bien me prêter les sous qu'il faut pour faire une contre-offre. Et là, elle m'a dit oui, parce que ça ne l'impliquait pas directement. Enfin, ça l'impliquait comme une banque Ouais. en White Angel, si vous Ouais, voulez, ouais. qui vient aider, mais ce n'était pas elle qui rachetait Payot. Et voilà, et puis après, c'est vrai. Mais vous savez, contrairement à ce que croient certaines personnes, Vera et moi, on se voit très peu. Et on n'est pas... Alors moi je crois rien, je sais Non, pas. non, mais je vous le dis Ah parce oui, qu'il y a eu des c'est histoires, vrai. bien Ah entendu. oui, Ah, genre, oui, voilà. ok. voilà, Monsieur Michalski, mais bien sûr, il y a des médisants partout. Sauf qu'en réalité, Vera et moi, si on se voit une fois par an, c'est le bout du monde et on se téléphone très peu. Vraiment, quand on a une question, moi j'ai une question pour elle, puis je suis pas mal sollicité aussi. Beaucoup de gens voudraient avoir l'accès à Vera par mon intermédiaire. Je filtre énormément D'accord. parce que je ne Oui, suis bien pas là sûr. pour ça et j'essaye même de la protéger de certaines demandes quand je peux le faire parce qu'elle est évidemment très sollicitée. Mais autrement, on s'apprécie, en tout cas il me semble, et puis sinon elle ne l'aurait pas fait ce geste. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'elle sait combien je suis reconnaissant. Mais on n'étale pas ça. Non. Voilà. Bon alors on C'est de la passe à pudeur, autre chose. c'est du respect. Voilà. Vous êtes un grand lecteur. Alors je pose toujours la même question à tous les écrivains, hein, donc je vais vous la poser aussi. Que lisez-vous en ce moment? Ou alors est-ce que vous avez un auteur à nous conseiller qui vous a marqué ou qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous voudriez nous parler de... Non, moi je peux vous dire ce que je lis. Je suis en train de lire un philosophe américain qui est mort il y a 25 ans à peu près. Enfin, sociologue plutôt, un peu entre les deux, Christopher Lasch. Voilà, dont plusieurs livres ont été publiés il y a quelques années, existent dans la collection Champ Flammarion, donc plutôt une collection de sciences humaines. Donc je suis en train de lire ça. Comme je fais maintenant, c'est-à-dire que souvent pour ces auteurs, j'en lis 2, 3 ou 4 à la suite, plutôt que de me disperser. Donc voilà, donc là je suis au 2e, j'en ai encore un après, et puis c'est une réflexion un peu sur l'évolution de la société, la place de l'homme dans la société, le narcissisme de la société, enfin ce genre de trucs. Après, voilà, conseiller des livres, moi je dis toujours en tant que libraire, je ne conseille pas les livres que j'aime, mais je conseille les livres que l'autre pourrait apprécier. Oui. Donc conseiller un livre à des gens qu'on ne connaît pas, alors je peux le faire, hein, je peux dire voilà, moi j'ai bien aimé ça, ça ou ça, mais quand j'offre un livre, j'offre à quelqu'un, j'offre pas un livre qui me plaît. Oui. Bah oui. Je peux même offrir des livres qui ne me plaisent pas. Oui. Je vais simplement essayer d'offrir quelque chose qui va plaire ou convenir à la personne à qui je l'offre. Alors justement, C'est ça la notion de cadeau, non? oui, non, je suis tout à fait d'accord. Mais justement, alors, qu'est-ce qu'un bon livre? Parce que si vous offrez un livre, il faut quand même que le livre, il ait un style, une écriture, Ouais, non? oui, pour Quand moi, même, hein. mais pour moi, oui. Ouais. Pour moi, oui.
Pas forcément pour tous les Pas lecteurs. juste raconter une histoire. Écoutez, si c'était vrai pour tout le monde, il y a plein de livres qu'on ne vendrait pas aujourd'hui. Hein. Mais Oui, alors justement, avec la pandémie, vous avez eu non, une c'est pas ça, c'est de recrudescence dire ou- qu'aujourd'hui, non pour moi, c'est ce que j'écris à un moment donné. Ouais. Je dis, bon, on parle de littérature, mais ce n'est pas de la littérature, c'est des romans. Et beaucoup de choses qui sont publiées aujourd'hui et qui font des gros succès d'ailleurs, ne peuvent pas me convenir parce qu'elles ne sont pas bien écrites. Mais ça, c'est personnel. Je ne juge pas ce que les gens achètent. Mais l'attention au style, à la construction, à la langue, à tout ça, n'est pas partagée par tous les Non, c'est lecteurs. vrai. Il y a des gens qui cherchent juste une histoire qui leur fasse quelque chose, ou de l'émotion, ou du rire, ou ce que vous voulez. Bah, déjà, s'il y a de l'émotion. Et je puis trouve après, que c'est il faut être capable de juger aussi de la qualité d'une écriture. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un background, ouais, il faut avoir quand lu. même une histoire derrière pour ça. Voilà, moi je peux lire des livres qui racontent pas d'histoire. Je sais pas, quand vous lisez Julien Gras, il se passe pas grand-chose. Hein. Il n'empêche que c'est un génie de la littérature, quoi. Mais ça, c'est très fort. Une histoire où il ne se passe pas grand-chose et qui a du succès quand même. C'est rare, hein. c'est un succès limité. Puis il y a toute la posture de l'écrivain. Gracq a toujours refusé, par exemple, d'aller chez Pivot à l'époque, parce que pour lui, c'est mon livre qui compte, moi j'ai pas à exister. Et c'est une posture aussi que je peux comprendre. Il n'est pas le seul à avoir cette position-là. Moi, il y a des auteurs que j'aurais bien aimé recevoir ici ou ailleurs, dans nos librairies, et qui ont pour règle de ne pas se montrer et de ne pas rencontrer le public. Par exemple, Milan Kundera. Moi, je respecte ça. Je préfère 1000 fois ça à l'auteur qui accepte puis qui se comporte mal quand il est là avec ses lecteurs. Mais ça arrive aussi. j'avoue que ça m'a toujours interpellée parce que être écrivain et après faire la promotion de son livre, ça n'a rien à voir. Non, mais alors il y a C'est des un gens. petit peu comme vous, Oui, mais si vous libraire faites des et livres, oui, mais entrepreneur. si vous faites des livres qui sont faits pour faire du best-seller, Ah oui, non, mais tout dépend. vous êtes dans le du marketing. style. Non, mais on est d'accord. Voilà. Oui, voilà, Après, oui. Non, mais moi je parle. et encore une fois, je ne critique pas, nous on en a besoin parce que les gens aiment ça. Moi, ça ne me gêne pas. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a des écrivains qui disent ma biographie, ma tête, ma personne n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est mes livres. Hein, voilà, il y a pas mal d'auteurs qui disent ça. Mais s'ils veulent vendre, ils sont obligés un petit peu d'être en forcément. représentation. Pas forcément. Pas forcément. On verra. Et puis vendre n'est pas forcément le but le plus possible. Trouver ses lecteurs, c'est pas forcément faire 100 000 exemplaires. Alors, je connais aussi pas mal d'écrivains qui ne vivent pas de leur. Oui, de leur- mais de je leur parle même pas d'en écriture, hein. vivre. Hein. Au-delà de ça, je parle simplement de dire il faut que j'en vende le plus possible. Oui. Mais Voilà, je trouve moi, ça un peu dommage que certains écrivains ne vivent pas de leur passion. Mais je vois pas où est le problème. C'est un faux débat pour moi. Kafka a toujours travaillé. Il a travaillé toute sa vie. Italo Svevo a travaillé toute sa vie comme inspecteur des douanes à Trieste. Il y a énormément d'écrivains qui aujourd'hui sont considérés comme des monuments de la littérature qui n'ont pas vécu de leur plume. Et alors ? Est-ce que doit être un métier où on pointe et où on a un salaire ? C'est vrai. Il y a toujours une minorité d'écrivains qui vivaient de leur plume, parce que vivent que de sa plume. Hein. Je ne parle pas de vivre aussi d'articles publiés, de conférences dans les banques ou dans les trucs ou dans les machins. Ne vivent que de sa plume. Ça a toujours été réservé à quelques-uns. Et je trouve que la revendication de dire c'est un métier, c'est un truc, bon, quand en plus... Ouais. Non, mais c'est intéressant ce qu'on Mais, dit, mais ça la, me- plus- ça mais me la permet de plupart voir autrement. beaucoup de grands écrivains, d'ailleurs les grands écrivains du 19e qui en vivaient, c'est parce qu'à l'époque on publiait en feuilleton. Dumas, par exemple, les livres étaient publiés à la fin, mais ils étaient publiés dans des régimes de feuilleton toutes les d'accord. semaines, alors Ok. il fallait cracher, puis il fallait cracher, et puis on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc c'est une forme d'écriture intéressante, parce que quand vous écrivez un roman de ce type, je ne sais pas, Les Trois Mousquetaires, ou mettons dans ce genre de choses, ben, vous écrivez le livre, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez changer quelque chose. Quand vous êtes publié en Ah, je savais feuilleton, pas. c'est écrit au fur et à mesure. Ok. Et c'est de ça dont ils vivaient. Et à la fin, on mettait ça dans un volume et on le commercialisait. Mais c'est les journaux qui se vendaient à l'époque et il était rémunéré parce qu'il fournissait, pour chaque parution, il fournissait un chapitre de son roman, mais il l'écrivait au fur et à mesure. Ça me fait penser à Mais Nicolas il vivait, Feuze. c'est une autre manière c'est plus une manière de vivre sa plume journalistique Oui, journalistique. que littéraire, vous voyez. Ça fait penser à Nicolas Feuze pendant la pandémie. Mhm. Je sais pas, il avait publié sur Facebook des morceaux d'histoire et puis ça s'est terminé par un bouquin. Oui, bon, il y a C'était différentes des manières de idées, faire. Hein. voilà. Il y en a Mais qui c'est- font ça. Stephen King a essayé de faire ça aussi. Enfin, voilà. Mais en soi, ouais, effectivement, Alors, il n'est pas honteux d'avoir un métier pour vivre. Enfin, de toutes ces activités qui sont d'abord normalement des passions,
Mais de là à dire, puisque c'est ma passion, c'est Je dois en normal vivre. que, Oui, c'est vrai. Vous avez raison. c'est pas forcément, enfin c'est pas comme ça que je vois les choses. Et justement, est-ce que l'écrivain a un rôle, vous pensez? Ou Un rôle. est-ce que le livre... Le livre et l'écrivain, c'est deux choses différentes. alors, le livre... Le livre, oui, bien sûr. L'écrivain, ça dépend comment il écrit, ça dépend de sa posture. En même temps, le rôle, je me méfie un peu du terme parce que j'apprécie pas toujours les écrivains, surtout dans la fiction, qui se prennent pour, qui font de leurs livres des espèces de manifestes idéologiques, politiques et autres. Je trouve qu'ils se trompent de genre et que, voilà, je citerai personne, mais voilà. Alors le rôle du livre, oui, les rôles du livre sont multiples. Et puis je pense aussi que la nécessité du livre par rapport à la formation de citoyens critiques, éduqués, pensant par eux-mêmes, ça passe par le livre, beaucoup plus que par les réseaux sociaux. Justement, alors, sur la période que nous vivons, comment vous l'avez vécu au niveau du livre? Donc le livre est maintenant essentiel? Oui, ça dépend pour qui. Ouais. Pour nous, il l'a toujours été. C'était un peu dur cette Pour le période? public, oui. Ouais. Oui, enfin en même temps, voilà, c'est vrai que là, on est à Genève et c'est vrai qu'au mois de novembre, quand les autorités ont décidé une nouvelle fermeture des commerces, les librairies sont restées ouvertes. Oui, et puis vous avez développé, parce que moi j'ai commandé des livres Oui. via... Non, mais on avait déjà Ah oui, de je l'ai l'Internet. découvert comme ça. Là. Oui, beaucoup Voilà. de gens l'ont découvert comme Du ça. coup, Non, voilà. mais les ventes en ligne, on en avait Les déjà. ventes en ligne ont peut-être... Elles ont explosé, Ouais, mais c'est le top. site, il Enfin, existait depuis longtemps. En 2 mots, quel est l'avenir du livre? Ah, il est En 2 radieux, mots, parce radieux, je dirais pas, mais bon, si vous voulez, depuis la fin du 19e siècle, depuis l'apparition du cinéma, en gros, hein, Ouais. on annonce la mort du livre pour demain. Ouais, c'est voilà. C'est ce que vous dites Donc, dans votre oui, c'est essai. ça. Alors je Ouais. retrace les grandes étapes, hein, l'apparition du cinéma, puis de la radio, puis de la télévision, puis l'arrivée sur les livres dans les supermarchés, la Fnac, France Loisirs, enfin voilà, puis après l'Internet, les jeux vidéo, puis à chaque fois le livre est mort. Et après la dernière, ça a été le livre numérique qui allait tuer le papier. Puis en fait, c'est pas vrai du tout parce que même si moi je vois que si je me retourne et que je regarde comment on pratiquait ce métier il y a 40 ans et aujourd'hui, c'est plus le même métier. Et ça se voit pas forcément. C'est-à-dire que les ruptures, elles se font pas de manière immédiate. L'évolution se fait de manière beaucoup moins visible que peut-être dans d'autres secteurs ou dans d'autres domaines où les ruptures sont beaucoup plus franches et où on se dit « Ah, il y a un truc qui a changé là ». Mais sur 40 ans, et quand j'en parle avec des gens qui font le métier depuis aussi longtemps que moi, on est frappé par ça. On ne travaillait pas du tout de la même manière, les attentes des clients étaient différentes. Donc le métier change, mais le livre reste. Et pour moi, il reste unique dans ce qu'il apporte. Pour moi, il y a un lien C'est charnel avec non, mais le c'est livre, c'est le qui n'est pas média dans le le numérique. plus ancien Ouais. de transmission du savoir et de communication, puisqu'on on trouve les tablettes Puis on peut prêter les sumères. livres. Les Sumériens avaient déjà des tablettes d'argile, enfin, et le livre, comme on le connaît, imprimé, mais on n'a pas attendu Gutenberg pour faire circuler les livres. Ça a juste facilité l'industrialisation de ça, et puis finalement, il a toujours quelque chose à nous dire et il a quelque chose de plus. Et je pense qu'il faut absolument bien comprendre à quel point il est utile encore plus aujourd'hui qu'avant, parce qu'on entend beaucoup de choses fausses. Et qu'il est très difficile de se faire une vraie opinion, un vrai avis. Et que le livre permet, alors là je ne parle pas des romans, hein, je parle des autres missions du livre, notamment d'information, et pour creuser un sujet, pour comprendre quelque chose, ben, rien ne vaut, je suis désolé, mais rien ne vaut un livre. Ni un film, ni un documentaire, voilà, parce qu'il y a une manière d'approfondir le sujet, d'avoir des références, qui est assez irremplaçable. Ce que j'explique, c'est qu'on a annoncé le livre numérique comme la fin du livre papier, mais qu'aujourd'hui, les technologies numériques d'impression viennent servir le papier. Voilà. Wow. Voilà. Donc, Ce qu'on imaginait peu il y a 30 ans. incroyable. Ouais. C'est qu'une évolution technologique comme ça viendrait renforcer l'ancien support Ouais. plutôt que d'en créer un nouveau qui dépasserait. Parce que les premiers livres numériques et les premières liseuses qu'on a vendues chez Payot, c'était il y a 10 ans, 2011. C'est vieux. C'est vieux au regard de l'évolution des technologies d'aujourd'hui. Mais en 10 ans, ça n'atteint pas 5% de part de marché. Ça veut dire que c'est un flop. Aujourd'hui, une technologie qui ne s'impose pas en 10 ans, D'accord. Ouais. ça veut dire qu'elle ne s'imposera pas. Alors elle coexiste comme je l'avais imaginé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de substitution. C'est pas ou bien l'un ou bien l'autre.
il y a une utilité, il y a un usage. Mais il y a aussi la possibilité aujourd'hui, grâce aux techniques d'impression numérique, de continuer à faire vivre des titres qu'un éditeur ne peut Mais plus c'est ça, garder les éditeurs, sur les... c'est pas gênant pour les éditeurs? Non, c'est eux qui font le job. Ouais. Simplement avant, il fallait tirer 1500 ou 2000 exemplaires pour que le livre reste vivant, parce que c'est l'offset et que vous ne tirez pas à 3 exemplaires. Puis que quand vous en vendez 30 par an, vous vous dites ça ne va pas, quoi. Je ne peux pas tirer pour 20 ans. Donc du coup, beaucoup de livres étaient épuisés. Et ça permet de maintenir vivant des fonds de catalogue, des livres à rotation lente, et c'est ceux qui font aussi tout le plaisir de ce métier. Et moi, en tant que lecteur un peu pointu quand même, j'ai aujourd'hui accès à des textes. Des fois, je cherche un texte du XVIIe ou du XVIIIe siècle que je ne trouve pas dans un recueil de la Pléiade ou autre, parce que c'est des petites choses. Et puis, il y a une collection qui s'appelle Hachette BNF, Bibliothèque nationale de France. Ce sont des reprints. Alors, c'est des reprints, donc la typo, elle est sale, mais j'ai le texte. Et ce texte, il y a 20 ans, il aurait fallu que j'aille à la Bibliothèque nationale de France, qu'on m'autorise à en toucher un exemplaire de l'époque, et éventuellement mais même pas à le photocopier. Et aujourd'hui, j'ai ça dans ma boîte aux lettres quand je le commande via notre site. Et j'ai accès à des petites curiosités du XVIIe, du XVIIIe siècle que je n'aurais pas pu grâce aux techniques numériques en fait. Mais c'est du livre papier. Comme quoi, c'est complémentaire. Voilà. Est-ce que vous avez envie de nous lire un petit extrait ou c'est compliqué comme c'est pas un roman? Je ne sais pas si vous avez choisi un extrait. Ah non, j'ai pas choisi. Mais non, je pense que c'est pas nécessaire. D'accord. Parfois je le demande, mais là c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Alors on va finir, je reviens côté de vous. On va réajuster. Alors, on va essayer de connaître un peu plus votre personnalité avec des petites questions. Il faut répondre, je me mets comme ça parce que parfois, il faut répondre l'un ou l'autre, rapidement. On va voir. Alors, si je vous dis Rousseau ou Voltaire? Voltaire. Pourquoi? Ah bah non, vous avez dit qu'il fallait juste que je réponde. Si, parce que du coup, ça m'intéresse, j'en profite. Un jour, Voltaire a envoyé une lettre à Rousseau faisant la critique, je ne sais plus de quel livre, mais il faisait une critique acérée d'un texte de Rousseau. Il lui envoie une longue lettre pour lui dire pourquoi il trouvait que c'était un livre mauvais et pourquoi c'était pas les bonnes idées, etc. D'accord. Il a attendu des semaines et la seule réponse que Rousseau lui a faite, c'est « Monsieur, je vous hais ». C'est pas mal comme débat. Ouais, j'ai bien fait de vous poser la question. Alors, on va aller plus vite. Je vais essayer introverti, extraverti. Introverti, extraverti, les deux. Ça va pas, ça? Non, mais voilà. Ça dépend. Alors, mer ou montagne? Mer. Sucré ou salé? Pareil, les deux. Ça dépend de l'humeur. Oui. Ville ou campagne? Plutôt campagne. Chat ou chien? Chat. Lève-tôt ou couche-tard? Avant j'étais les deux, puis maintenant je n'arrive plus, je suis fatigué. Sieste? Plutôt lève-tôt en fait. Lève-tôt? Ouais. Tôt, ça veut dire? Ça dépend, là je me suis rapproché de mon travail, donc c'est 6h30, mais avant c'était 5h, 5h30. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc, Enfant ou adulte? Plutôt adulte. Dommage. Pourquoi? En vieillissant, c'est sympa de rester... en ce qui me concerne? Vous. C'est vous, oui. Moi, non, je pensais des affinités comme chien ou chat, quoi. Non, mais vous alors, oui, c'est vrai. Vous êtes... Non, enfant ou adulte, je me pose pas ce genre de questions. C'est pareil, je pensais comme le sucré et le salé. À des moments, je peux être hyper responsable, puis à des moments, pas du tout, quoi. Et puis me permettre des trucs, plutôt des gamineries. J'aime pas trop les gens qui sont monolithiques, vous voyez. Oui. Les gens qui sont tout le temps des enfants, on a envie de les baffer. Et puis ceux qui sont tout le temps des adultes, on s'emmerde avec. C'est tellement. Voilà. Thé ou café? Café. Vin ou champagne? Vin. Rouge. Rouge? Ouais. Il y en a un en particulier? J'aime beaucoup les Bordeaux. Non, Bordeaux. Les Bordeaux et les vins italiens. J'aime bien les vins un peu corsés. Et les vins suisses alors finalement? Je préfère parler des vins français ou italiens. Là. Oui, je sais, je vais me fâcher. Oui, alors aïe. Sport ou canapé? Canapé. Globetrotter ou casanier? C'est aussi une question d'humeur, mais plutôt casanier depuis quelque temps. Oui, c'est ça, vous avez été globetrotter. Oui, puis aussi pour des questions de temps, et puis beaucoup pour des questions de temps, parce que j'ai pas tellement l'occasion de partir avec le sac au dos là pendant 3 mois sans téléphone et sans m'occuper des choses, quoi. Donc un peu de fête, mais en même temps de plus en plus casanier. Alors, à la retraite?
Non, puis je suis bien là, donc chez moi, et Ouais. puis je me suis fait un bureau bibliothèque qui est mon petit paradis à moi. J'ai tout ce qu'il faut, la cheminée, le bar à whisky, le cendrier, les bouquins autour. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Bon, calme ou nerveux? Pareil, comme sucré et salé, ça Ah. dépend des moments. Bon. Rose ou marguerite? Oh, plutôt rose. Bon alors maintenant le mot de la fin. Fin. Merci Pascal Vandenberg. À bientôt, Merci. peut-être. Salut. Je commence le livre par la fin et j'ai le menton haut pour rien. Mon œil qui pleure, c'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment.